Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Drôle d'Histoire, l'émission qui s'est inspirée et a plagié Histoire au coin du dehors. On est parti pour une saison 2, tout simplement parce que on a fait un gros bloc de tournage, tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, et là maintenant c'est des épisodes inédits. Pour commencer, j'ai décidé de reprendre une émission qui a commencé en fait tout simplement l'émission tout court, c'est-à-dire Gotham, puisque une deuxième saison a vu le jour, c'est-à-dire une deuxième campagne là-dessus, et j'ai décidé d'en parler comme premier épisode. Voilà, ça fait un petit lien et tout ça, et du coup j'ai décidé d'inviter pas du tout la même personne, puisque la dernière fois nous avons eu le joueur, Charlie, maintenant nous avons le MJ, Kemao. Bonjour à tous. C'était un peu long pour présenter, mais c'était nécessaire. Du coup, qu'est-ce que Gotham, surtout campagne 2, est-ce que vous avez besoin de voir la campagne 1? On va répondre à toutes ces questions immédiatement. Premièrement, qu'est-ce que Gotham? Gotham, c'est tout simplement, en quelques mots, un JDR où vous jouez les criminels de base, de la base, dans le monde de Batman, tout simplement, avec une petite subtilité, c'est qu'on sait pas vraiment si Batman existe. A priori, les grands méchants, ils ont l'air d'exister, mais Batman, c'est la légende urbaine, quoi. Il joue la peur, quoi, donc s'il est là ou pas, on sait pas. Et maintenant, à la question, faut-il regarder absolument la campagne numéro 1, enfin du coup le tour d'histoire dessus, pour comprendre celui-ci? La réponse est non, pas obligatoirement, parce que des joueurs l'ont fait, tout simplement, parce que nous n'avons pas eu tout à fait les mêmes joueurs entre la saison 1 et la saison 2, et ils étaient au courant de rien de ce qui s'est passé. En fait, ils ont attendu vraiment la fin de la campagne pour écouter la première, le droit d'histoire dessus, j'entends par là, et ça a été quand même une réussite du point de vue des joueurs, ils ont apprécié ça, il y a eu des surprises et tout par rapport à ça du coup, donc vous pouvez vous garder la surprise et juste essayer d'écouter cette histoire, peut-être même pour avoir la même expérience que ces nouveaux joueurs, écoutez celui-ci et après écoutez l'épisode 1, ou alors vous pouvez avoir la même expérience que moi et Charlie, c'est-à-dire écouter dans l'ordre, donc vous faites saison 1 et saison 2. C'est comme Star Wars, vous faites comme vous voulez. Ça va lancer les débats. Oh mon dieu, qu'est-ce que tu... Coupez. Donc on va commencer avec le personnage de Charlie, qui était là tout simplement la saison précédente, comme Shadowrun, qui joue donc Jessica Milton, qui est dont le principe est d'être une femme au foyer, qui en a marre de sa vie. Son mari c'est un raté, son fils c'est un dégueulasse, elle a rien réussi de sa vie. Donc elle se dit, bon, je vais vivre la grande aventure, je vais aller à Gotham, et je vais vivre ce qu'on vit à Gotham. C'est-à-dire la pègre. Exact, la grande aventure. Donc du coup les autres joueurs que je vais t'introduire, et toi tu introduis le personnage, le premier c'est celui qui a tout simplement rejoint le groupe maintenant, qui fait toutes les campagnes avec nous, vous êtes habitués, vous le connaissez, c'est bien entendu Gossed qui jouait Thompson, qui est tout simplement un cambrioleur de la petite semaine, qui essayait en gros de se faire une place, simplement de gagner sa vie. Principe très simple. Oui. Qui avait un certain talent quand même pour le cambriolage. Enfin, il y avait des assez hautes stats dans le vol et ce genre de choses. Oui, discrétion, vol, ce genre de trucs, c'est le cambrioleur vraiment du groupe, c'était le furtif, le fufu. Autre joueur, nous avons eu KR qui nous a rejoint. Qui jouait Pat. Enfin, de son nom complet Patrick, mais vous verrez pourquoi on l'appelle Pat maintenant. Qui était en gros un ancien boxeur, qui a fait sa vie de boxeur et qui maintenant est toujours dans la galère. C'est Rocky, mais qui a raté sa vie, il n'a pas gagné. Comme disait le joueur, KR, du coup je cite, son personnage était inspiré en fait de deux choses, de Rocky effectivement, au tout début, vous savez, quand le Rocky 1, quand il travaille un peu pour la PEG, ce genre de choses, mais il le fait avec une bonté de cœur, tu vois, genre il limite, en fait il a besoin d'argent et c'est pas parce que ça va être un mafieux super puissant, et Belmondo, simplement pour le côté boxeur, et belle gueule cassée, ce genre de choses. Je te laisse continuer. Voilà. Je pense qu'il n'y a rien de plus à dire sur lui parce que c'était vraiment parfaitement la description. Il travaille dans la pègre, mais parce qu'il doit gagner sa vie. Autre joueur, du coup pour finir, Yamato. Yamato qui jouait 22, un nom assez particulier pour un personnage, vu que tous les autres ont l'air assez normaux. Parce que je lui ai permis de jouer quelque chose d'assez particulier par rapport aux autres. C'est que c'était un taré. Il avait plusieurs problèmes psychologiques dont on n'a pas été très loin pour décrire ce que c'était, mais... Et il avait été élevé par une secte, c'était le 22e à être né dans cette secte, donc il s'appelait 22. Parce que c'est comme ça. Et en gros, il était complètement déconnecté de la réalité, en gros, il se comportait comme un fou. La seule chose qui le gardait sur Terre, c'était ces deux chiens, qui étaient deux huskies,
qu'il aimait plus que tout, qu'il fallait surtout pas toucher. Le dernier, c'est moi, en fait, je regardais ma liste de joueurs, mais c'est moi. Le dernier, je vais me présenter, je jouais William, un trentenaire dépressif comptable, et tout simplement, il a suivi la voie des parents, tout ça, en mode, fais comptable, c'est bien, tu pourras manger. Il a fait, écoutez, je vais faire ça, puisque de toute façon, je n'ai pas vraiment le choix. Il vient pas d'un milieu trop dangereux ou quoi, donc c'était vraiment la personne la plus basique du monde. En fait, j'ai vraiment pris le contre-pied de jouer dans la pègre, etc. Je me suis pas dit, moi, voilà, je vais avoir de l'expérience ou quoi, je suis neutre, je suis innocent, et c'est juste, en fait, la dépression et cette envie de vivre quelque chose, en fait, de vivre une vie, tout simplement, et pas un semblant de vie aliénante de la société capitaliste. Et donc, du coup, grâce à un ami pas très net, ce qui est pas difficile à avoir à Gotham, j'ai eu vent d'une information me permettant d'avoir peut-être une mission, permettant, si on l'a réussi, un test en tout cas, plus qu'une mission, pour entrer dans une des pays de Gotham. Et donc comment j'ai fait jouer ça? Simplement, je les ai tous introduits les uns après les autres, attendant à un point de rendez-vous, qu'un van vienne les récupérer pour les amener au lieu de leur crime à venir. Exactement. Chose très sympathique, moi je fais la petite parenthèse narration, tu le faisais, t'as fait vraiment joueur par joueur. Genre, on a suivi un personnage, il est rentré dans le van, tu lui poses des questions voilà, pour faire un peu sa psychologie, comment il se sent, etc., s'il s'habillait ou pas, parce qu'on avait de l'équipement, hein, c'est pour ça que je parle d'habiller, et tu passes à un autre personnage, les mêmes questions, il rentre dans le van, etc., et c'était très sympa, en tout cas ça faisait vraiment un aperçu, même si j'aime pas moi personnellement ce genre de rapprochement, ça faisait un aperçu vraiment cinématographique de suivre chaque personnage jusqu'à la réunion. Voilà. Ouais. C'était la petite parenthèse narration. Et donc ils sont tous dans le van et ils ont leur équipement. Équipement qui est donc un pantalon vert, une veste en cuir et un masque intégral rouge, un peu plastifié. Pour ceux qui, je pense qu'on peut en parler dès maintenant, pour ceux qui connaissent l'univers de Batman, ça fait directement référence simplement au Red Hood, le gang du Red Hood ou le personnage du Red Hood. Mystère. Quel est leur premier crime à faire? C'est tout simplement de braquer une banque, parce que c'est un magnifique début cliché dans le monde des gangsters. Ça fait toujours plaisir. Ils arrivent sur les lieux, et ça se passe bien. En vrai, vous vous débrouillez plutôt bien. Tout à fait. C'est la procédure habituelle, là. Vous rentrez en gueulant avec vos masques et tout ça. Vous dites tout le monde se calme et tout. Vous prenez le guichetier en otage, un des clients aussi. C'était une petite banque, c'était pas la grosse banque centrale de Gotham. Elle avait un côté, en fait, un pile entre les deux, en fait, de souvenir de ce que tu avais décrit. C'est que c'était pas non plus la banque du coin, le truc que tu as au pied de la rue, mais c'était pas, oui, effectivement, la banque nationale du pays que tu avais pillé, quoi. C'est ça. Et effectivement, nous on prend en otage, etc. On descend, on commence à remplir les sacs. Il y avait un côté très payday dedans. On remplit les sacs, il fallait gérer le poids pour voir qui peut en porter combien, etc. C'était très rigolo. Et voilà, moi j'assomme mon otage, c'est moi qui avais pris le guichetier. Non, t'as pris le client, toi. Non, peut-être. Le client. J'ai pris le client. En tout cas, je me souviens d'avoir assommé le guichet, ça, j'en suis persuadé, ça. Ouais. Parce que forcément j'étais parano, c'est ma première mission et je vois un mec et je me dis mais ça prouve il va peut-être nous enfermer, un truc comme ça, et donc du coup alors qu'en vrai on était plus nombreux, non je sais pas, c'est pas possible, mais moi je suis parano et tout se passe bien. Finalement on a les sacs d'argent, la police n'a pas été prévenue. C'est rien. La police n'a pas été prévenue. Oui, non, j'ai un doute. Pas que vous sachiez en tout cas. Ok. En tout cas, à moins que, à preuve du contraire, la police du coup n'est pas prévenue, on sort dehors avec les sacs, moi je tiens en otage un sac, j'ai du coup le client, Ça. Et surprise. Ouais, se pose une question, où est le van? C'est ça, il a disparu. Et là tout le monde se met à paniquer, parce que bien sûr pour la plupart d'entre eux c'est leur premier véritable crime, et leur sortie n'est plus là. Ils paniquent jusqu'au moment tout simplement où l'otage, que tient toujours donc William, lui dit quelque chose. Il lui dit fouille dans mes poches, il y a des clés pour une voiture. De manière tout à fait normale, comme s'il parlait à son pote. Moi, je suis en mode, mais attends quoi? Il me répète la phrase, vraiment, il me le redit mot pour mot. Genre en mode, bon, c'est bon, tu comprends maintenant ce que je te dis, et le temps que tu vois, tu réalises ce qui se passe, et là,
ouais, ok. Du coup, je fouille les clés dans la poche, je les balance aux joueurs, et enfin, du coup, aux autres personnes qui sont avec moi. Et lui, il me chuchote, du coup, frappe-moi, parce qu'il faut que ça a quand même l'air crédible, hein, je suis censé être quand même un otage. Moi, là, j'ai perdu tout esprit libre, hein, je suis vraiment en mode, merde, il y a un mec qui est en train de me donner des ordres. Oui, monsieur. Du coup, bon, il aurait pu me dire, donne-moi ton flingue, enlève ton casque, je crois que je l'aurais fait. Mais du coup, je le frappe, je lui donne un énorme coup derrière le genou. On arrive à voir les voitures, et en fait, on se sépare, puisqu'en fait, le but, là, c'est qu'on fasse... Profil bas. Profil bas, merci, c'était ça l'expression que j'allais dire que j'ai raté. Tout ça juste pour dire qu'on fait profil bas, parce que voilà, il y a un cambriolage, et avant de se retrouver, il faut qu'on disparaisse dans la nature. C'est ça. Ils disparaissent, et 1 semaine, 2 semaines plus tard, ils se retrouvent au My Alibi, qui est un bar un peu connu dans l'univers de Batman, pas forcément plus, qui est en gros un bar de gangsters, de mafieux, dans les coins crado de la ville. Ils se retrouvent là-bas, tous ensemble d'abord, les différents joueurs, enfin les différents personnages, pas les joueurs, et il y a ces petits moments de roleplay où ils essayent de se présenter les uns les autres, de se mettre un peu en tant que caïd, quoi, tu vois, ils essayent de... que les gens se respectent dans le groupe. Je sais pas si t'as une anecdote là-dessus ou un truc comme ça. Je me souviens, en fait, c'est surtout le personnage de Charlie, donc Jess. Jess. Qu'on va résumer juste en Jess. On va utiliser beaucoup de diminutifs des prénoms, donc n'hésitez pas à prendre une feuille et noter les prénoms. Ouais, tout le monde était impliqué dans cet épisode. Et, et mettez ça en commentaire pour dire que vous l'avez fait. Je suis pas du tout en train d'essayer d'avoir des référencements sur YouTube. Hein. Et un pouce bleu. On comptera les points. On comptera. Mais en vrai, ouais, il y avait Jess qui avait un paquet de tarots. C'est ça pour tirer, je crois, les médiums. Enfin bref. Ouais. Un paquet de tarots. Qu'elle mélange. Et puis il y avait qui veut que je lui lise l'avenir. Nous, on se moque un peu. Même William, qui jusqu'à présent était assez discret. Parce que bon, il sent que les autres ont plus d'expérience que lui, donc il était pas super bien. Mais, ce qui n'est pas forcément vrai pour certains des personnages, mais... en tout cas, il le vendait comme ça. Quand ils sont arrivés, ils étaient vraiment tous assurés, et William qui arrivait en mode ah ouais, d'accord, bon. et il le dit, parce qu'au début, on lui pose la question et tout, il fait non, mais moi je débute, je connais rien, et on se moque un peu de lui à cause de ça, et Jess est là, il fait bon, qui lui l'avenir Pat accepte, bon allez, vas-y, ouais. Tire les cartes, et Jess commence à tirer des cartes, et puis en fait, on sent qu'il y a un truc qui va pas, elle tire les cartes, je me souviens, en fait, t'as demandé un jet de dés, truc que t'avais pas du tout prévu, je me souviens que t'avais paniqué, t'étais en mode, attends, oui, un jet de dés, fais ça. Et, oui, j'avais pas prévu de compétences tarot. Effectivement, mais du coup, t'as réussi à te représenter sur la chance, et c'est totalement raté, et du coup, en fait, les cartes, ça dit des choses tout et son contraire, ça a pas de sens, ces descriptions sont pas parfaites, etc., et on commence à se moquer, ouais, de toute façon... Déjà, on n'y croit pas, mais alors là, si ton but était vraiment de nous convaincre, c'est foutu. Et là, Jess, dans un naturel absolument total, Ranger, oui, de toute façon, je l'ai trouvé juste sur la table là-bas. En mode, en fait, je m'occupais juste les mains. C'est en fait assez drôle, et ça, je trouve, présentait bien le personnage, ça nous a mis en amis, finalement, ça, entre guillemets. Ça a permis de créer des liens directement, même des liens assez faibles, mais ça a permis de lier le groupe. Exactement. Puis le patron arrive. L'homme à l'origine du braquage. Il arrive et il a une tête assez familière, autant pour les personnages que pour certains des joueurs. C'est le gars, tout simplement, qui a été pris en otage durant le braquage et qui a donné les clés à William. Que William a donc frappé. Il arrive donc en boitant avec son genou blessé à cause du coup de William et il s'assoit juste à côté de William. Le gars imposant, grand, qui a une certaine présence. William, là, il est blanc, vraiment, il réagit plus. Et pendant toute la scène, parce que du coup, cette personne va se présenter, il va discuter vraiment pour mettre une ambiance en mode, bon, vous inquiétez pas les gars, je suis pas en mode ultra sévère comme patron, tu vois, genre en mode, moi je veux qu'on vous voit, etc. C'était vraiment assez sympa. Mais William, en fait, va pas se détendre du tout, et il va juste rester là en mode... Je suis sûr c'est un bien, il va se retourner, il va vraiment foutre une. Il était vraiment pas bien, en mode putain, j'ai frappé le boss. Mais en fait, non. C'est ça. Et c'était très amusant, aussi pour les deux joueurs qui avaient déjà fait la campagne précédente, parce que ce personnage, c'est tout simplement Patrick. Patrick, pas le Patrick de KR, un autre Patrick, de la campagne précédente, qui, je vais le résumer pour ceux qui n'ont pas vu,
était en gros un des hommes de main d'un gars encore plus haut, qui s'appelait Frost, qui en gros avait été présenté dans cette campagne précédente comme une grosse brute, Ouais. qui tabassait des gens quasiment au hasard avec une sauvagerie totale, et qui avait menacé plus d'une fois de les éviscérer sur place. Bien entendu, on vous renvoie à l'épisode 1 qui se trouve derrière la tête de Kemao. Tout simplement parce que vous aurez le point de vue des joueurs sur la saison 1 de Patrick. Vous allez voir qu'il va beaucoup changer par rapport au point de vue des joueurs de la saison 2. Du coup, ouais, il arrive, il se présente. Quand même impressionnant. Hein. Il reste. Bon, c'est quand même une armoire à glace comme tu l'as décrit précédemment. Et il nous dit bah voilà, les gars, vous avez réussi le test. Vous êtes tous les 4 acceptés. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait 2 PNJ avec nous et il a dit simplement voilà, eux ils n'ont pas été acceptés, c'était pour donner du crédit au test, je pense. Ouais. Et bon bah écoutez, du coup bah, vous allez pouvoir nous rejoindre et faire des missions pour nous. Ouais. Si ça vous à intéresse, vous la ça. monnaie quoi en quelque sorte. À vous la monnaie. Et sachant qu'en plus, très sympa, c'est un petit détail mais c'est ce qui fait que pour la campagne ça va être très agréable pour nous de ce côté-là, c'est qu'en fait l'argent qu'on a volé, bah, il est à nous. C'est ça. Il a pas pris son impôt de patron quoi. Ouais, et c'est très étonnant. Et d'un côté, en fait, c'est vrai que sur la campagne, dès qu'on avait une idée, qu'on voulait un truc ou pas, on n'avait pas à se prendre la tête en mode putain, mais combien on a de finances, est-ce qu'on doit pouvoir payer ou quoi. Parce qu'on était en mode putain, on vient d'avouer je sais pas combien de milliers, on est sûr de pouvoir acheter un truc si on en a besoin quoi. Et du coup, c'était agréable de pas avoir ça à gérer, sachant que ça avait pas particulièrement avoir envie de... Je déteste ça aussi en tant que MJ donc. donc, en fait, t'as trouvé vraiment la bonne astuce là-dessus. Enfin, ouais, tout ça juste pour dire que c'était. Ouais. Du coup, dans la campagne, vous allez voir, des fois, on va acheter des trucs. Ouais. C'est normal, l'argent vient de là. Ouais. Et Sauf qu'il y a une condition. voilà. Il y a une condition à leur entrée dans la mafia, ou en tout cas dans son groupe. C'est qu'il a besoin d'un petit service. Il y a un jeune adolescent qui tourne un peu trop autour de sa fille. Un ex de sa fille, tout simplement, qui a pas envie d'être ex. Donc il leur dit, allez le faire flipper. Vous avez l'air d'être quand même des bonhommes, vous avez bien fait votre boulot, donc allez vous en occuper. Mhm. Rien de difficile. Effectivement, puisque c'est ce qu'on va faire. On se met en route, on lui pose 2-3 questions, genre ouais, est-ce qu'il habite, etc. C'est ça. Forcément, Ils ont toutes les infos. il a toutes les infos. Enfin, je veux dire, c'est personnel là, il n'y a Ah pas oui, de surprise. Et donc, on s'y rend, tous ensemble, et en gros, bah, la stratégie est très simple. Jess va appeler un interphone, elle s'éloigne un peu pour que la voix puisse être confondue. Déjà, un interphone, c'est pas forcément super pour la voix. Donc, le but, c'est juste faire croire que c'est sa copine. Donc, juste une phrase pour pas se faire repérer, qui est vite descend, il y a un problème, faut qu'on parle. Ouais, le but, c'est de juste dire ça. Le mec doit descendre, on le chope. Et ce que je vous ai expliqué, c'est autant le plan que ce qui s'est passé. Vraiment, là, on est vraiment dans du... aucune difficulté. 100% réussite. Ah ouais, non, mais vraiment, il n'y avait pas de problème. Donc, du coup, il y a une personne qui chope, c'est sûrement Patrick, Pat, du coup, Oui, Pat. le joueur. Quand on dit Pat, c'est Ouais, le personnage c'est le de KR. Quand on dit Patrick, c'est le patron. Voilà, on va faire comme ça pour tout le reste, parce que sinon, c'est très compliqué au début. On Continue à galère. noter. Continue à noter. Et du coup, Pat, je pense que c'est lui. Bon, au pire, c'est pas grave. Ouais. Le chope et en fait le fout contre le mur. On commence à le menacer, à lui dire bon, écoute, maintenant tu l'oublies, etc. C'est ça. Il y a 4 gars qui le menacent en cercle autour de lui. Et bah, ça marche, puisque le mec, ouais, c'est bon. Et par l'énervement, je sais pas, moi c'est comme ça que Ouais, il repart chez lui après avoir dit oui, aucun problème. Ouais. Et par la fenêtre, après il ouvre la fenêtre, sûrement qu'il s'est senti un peu humilié et qu'il a voulu se muscler ou un truc comme ça, et il a fait de toute façon je vais la crever cette pute et tout ça. Quelque chose du genre. Ouais. Qui a Moi été mal franchement, pris. Mais pour William, c'est l'énervement, c'est l'humiliation. Et pas mal de joueurs ont l'air de penser pareil sans qu'on se le verbalise, parce qu'en fait on se dit bon bah on s'en fout, la mission est faite, il a compris. On n'avait pas l'air d'être en danger. Sauf un joueur, qui pour lui c'était quand même louche. Donc il décide de lui envoyer un message chez du coup Thompson, joué par Gossed, qui se dit j'envoie un message à Patrick pour lui dire écoute, on a réussi la mission, on a prévenu, il est au courant, etc. Par contre, il a quand même fait une menace de mort envers ta fille. en gros, il a envoyé on a réussi, ah non, on a échoué. Ouais, ça a créé une petite dissonance dans le groupe en mode mais mec, si tu dis ça, tu dis qu'on n'a pas réussi la mission. Rien d'incroyable. Et je te laisse raconter parce que... Patrick décide de venir sur place. Il leur dit j'arrive tout de suite. Il arrive sur place, ils craignent un peu de se faire remonter les bretelles. de se faire remonter les bretelles. Sauf que non. Il les entraîne avec lui pour aller défoncer la porte du type et rentrer chez lui.
Une fois qu'il a été immobilisé, il dit « Passez-moi un couteau ». Les personnages, les joueurs se disent « Bon, on va lui en passer un, c'est le patron. Peut-être qu'il veut lui faire peur ou un truc comme ça. Après tout, il avait l'air quand même assez sympa, ce Patrick. » 22, peut-être qu'il était dans cette idée aussi, de dire c'est pour lui faire peur, il se dit « Ah bah non, j'ai mieux qu'un couteau !» Et il sort sa machette, parce que 22 avait une machette. Patrick est bien content, il prend la machette dans ses mains, et plutôt que de lui faire peur, il prend le pommeau de la machette, et il donne un coup dans la gueule du gamin. 2 coups, 3 coups, 5 coups, 6 coups, 7 coups, avec une frénésie d'animal sauvage qui est en train de tuer sa proie, clairement. Ouais. Il y a certains des personnages qui essaient d'intervenir, mais qui se ravisent. Qui se ravissent face à la bestialité du moment. C'est à un moment, soit c'est toi qui te fais couper, soit c'est lui. Allez, c'est tant pis. Mais donc ils sont là, témoins. Jusqu'à que je dise, je sais pas, peut-être que j'arrive à 15 coups. Et je dis, bon, au bout d'un moment, il s'enlace. Il lâche la machette, il prend le gamin, il balance par la fenêtre, il était au 3e étage. Le gamin tombe. Il y avait Jess qui était resté en bas pour surveillance. Qui en fait, du coup, n'a pas connaissance de la scène, on voit juste d'un seul coup la fenêtre se péter, le gamin tomber, et qui par élan de professionnalisme soudain, décide de dire, bon, elle a sûrement compris qu'est-ce qui venait de se passer en haut, même si elle n'a pas les détails de la bestialité qu'il y avait. Elle va falloir cacher le corps, parce qu'on va pas pouvoir le laisser juste là, surtout que le mec est encore en vie, en fait, surtout. Il survit à tout ça, il est juste très très mal, par contre, hein. On est presque sûr qu'il va mourir, en fait, dans son coin. Ouais. Il dit, bah écoutez, je le cache dans un buisson. Et quant à nous, notre mission à nous, Patrick descend, part en nous faisant un signe de la main, mais super heureux. En fait, il redevient vraiment super amical. C'est genre vraiment, il flippe quoi, c'est genre d'un côté de l'autre. Ouais. Je sais pas quel est le terme en français, mais vous avez compris. Et en fait, la session se laisse là. Voilà. C'est notre introduction dans la pègre. Moi, mon personnage a fait un échec critique en empathie. Il a limite à vomir de dégoût de tout ce qu'il a vu. Et c'est vraiment, ça nous a laissé une impression choc et on est en mode ok, on est dans la pègre, ça déconne pas non plus. Ouais. Session numéro 2, nos personnages se retrouvent de nouveau au Maya Libye. Vous l'aurez compris, c'est un peu le point maintenant de rendez-vous du groupe pour l'émission. Ils se retrouvent là-bas, de nouveau face à leur patron Patrick, toujours aussi sympathique et joyeux, qui leur dit tout simplement, bon, vous le savez, le plan de la dernière fois, pour le braquage, c'est pas forcément passé de la meilleure des façons. Le van avait disparu. On pense qu'on s'est fait avoir. On pense qu'il y a un type qui vend des informations, qui nous a trahis. On sait pas vraiment lequel c'est. Ça peut être un des 2 gars qui ont fait le test avec vous et qui ont raté. Ça peut être le propriétaire du van. Je vais vous mettre sur cette enquête. Mais évitez de faire chier le gars du van. Parce que si c'est pas lui, il nous est quand même vachement utile pour plusieurs autres trucs. C'est basiquement l'ordre de mission. C'est d'ailleurs sa principale suspicion, le mec du van. Oui. Mais voilà, vraiment, il insiste en mode, si vous pouvez éviter de le faire chier, ça serait vachement bien. Nous, on dit ok, très bien. Comme d'habitude, on va du coup se renseigner viteuf, voilà, est-ce que tu as le numéro du mec, etc. pour avoir au minimum ce qu'il faut. Et on se dit que, de toute façon, s'il les a trahis, l'information doit être dans son téléphone. Donc notre objectif, c'est le téléphone. Après discussion pour faire un plan, normal, on en vient à la chose suivante. Pat, qui est ancien boxeur, a toutes les compétences qu'il faut pour foutre KO quelqu'un. Les vols, ça arrive, c'est pas quelque chose... On est à Gotham en plus. Ouais, surtout à Gotham. Tous les matins, tu perds ton portefeuille. Clairement, je veux dire, à partir du moment où tu es quelqu'un d'un peu riche dans Gotham, je pense que la vie doit être assez rigolote. Oh non, j'ai encore pas vu 500 €. Mais pour le coup, voilà, il n'y a rien d'absurde dans ce plan et on se dit que ça va pas forcément attirer suspicion si le mec s'est juste fait voler son téléphone. Donc c'est le plan. Pat, pour parler pour le personnage, va devoir foncer, lui foutre une grosse patate, prendre son téléphone à l'arracher et partir comme un voleur. C'est ça. C'est en fait ce qu'on fait. Nous on était là juste derrière en cas de problème, etc. Et en fait ça se passe sans accroc, on arrive effectivement, on l'assomme de toute façon un coup de poing. C'est ça, à la sortie de son animalerie, parce qu'après il travaille dans une animalerie en dehors de son boulot de gangster.
Bah, il se fait tabasser. Il se fait tabasser, il se fait voler son téléphone, son portefeuille aussi, j'imagine, pour rendre ça plus réel, et vous vous barrez. C'est ça. Du coup, on retourne My Alibi, tout content, on est en mode putain, mais franchement, pour l'instant, l'émission, Mission est claire, ça se passe bien. c'est vachement cool de faire l'émission. Bon, mis à part le petit écart, c'est pas si horrible que ça. On rentre au My Alibi et on commence à fouiller le téléphone et Problème. pas de message. Pas de trouve message. rien. Pas, le- C'est étrange. pas de message, et en fouillant dans les discussions, il se rend compte que, merde, ils ont tabassé le mauvais employé de l'animalerie. En fait, c'est juste. On n'a pas pris le patron de l'animalerie, on a C'est juste ça. pris un employé qui était là à la caisse. Du coup, bah, son téléphone est inutile, vraiment tout est inutile. Et genre, on est là dépité en mode, mais quelle bande de cons. on aurait dû vérifier. En fait, là, comment on a remarqué, par contre, c'est assez rigolo, c'est qu'en fait, on sait, Patrick a le numéro du mec Oui. qu'on veut. Et en fait, on avait fouillé et tout, et on trouve vraiment rien. Et par écart, Ginny, ça vient de Jess et moi de souvenir, on se dit, mais viens, tu appelles le numéro du mec concerné. Et bah du coup, c'est ce qu'on fait, on prend le numéro que Patrick nous a filé, on l'appelle, Le téléphone. ça sonne, et le téléphone qu'on a dans notre main, Ils lui, il sont... sonne pas. Oups. Et là, vraiment, ça a été la débandade, et pas le choix, il faut y faut un retourner. plan B, Il faut y retourner. il faut y retourner. Moi j'explique le plan, toi tu expliques comment ça se passe, parce qu'il y a eu des petits trucs, ou alors, bon, Oui, vas-y. on peut faire, voilà, on fait comme ça. Le plan, c'est simple, c'est que de toute façon, bon déjà, il va falloir la jouer fine, puisqu'il y a déjà eu une agression, donc on peut pas y aller aussi bourrin, parce que une agression ça passe, deux, ça devient un peu chaud. Ouais. Donc, comment faire un joueur, donc c'est Pat de souvenir, qui va acheter des chiens. Il va acheter tout simplement pour créer de la... comment on appelle ça, une diversion, voilà. Une diversion, il appelle les chiens, comme ça le mec vient avec nous. Pendant ce temps-là, le voleur, Thompson... Non, les pitbulls c'est plus tard. Les chiens c'est plus tard qu'ils les achètent. Non mais justement, ça va être là. Attendez. Attends. Bah il se fait tabasser. Il se fait tabasser, il se fait voler son téléphone, son portefeuille aussi, j'imagine, pour rendre ça plus réel, et vous vous barrez. Sauf une personne, qui est Thompson, qui décide, bah écoute, il se dit, bah, tout le monde part, moi je peux rester, et je peux aller fouiller l'animalerie, il y aura peut-être 2-3 trucs intéressants à voler. Il reste dans son cadre de métier, et donc décide de rentrer dans l'animalerie, et quand il rentre, d'ailleurs ce passage a été fait uniquement avec toi et lui, nous on a découvert qu'après tout ce qui se passait, et donc il rentre, et il y a forcément les chiens en cage, etc. Et en vrai ça se passe plutôt bien, sauf 2 chiens qui sont vraiment problématiques parce qu'en fait, Ouais, dès qu'il deux les a gros vus, pitbulls. c'est 2 gros pitbulls et en fait ils se trouvent au niveau de la caisse. Donc du coup, ça pose Ouais. problème. Donc ces 2 gros pitbulls, à peine ils les voient, ils commencent à grogner, etc. Ah, Et ils aboient clairement en plus. Complètement. ils aboient clairement, ce qui attire en plus quelqu'un qui va ouvrir une porte qui était fermée au début. Hein, parce C'est que ça. personne l'a vu. Thompson voit au fond de l'animalerie une porte et avec une vitre, et la lumière s'allume de l'autre côté. Ouais. Merde, il y a quelqu'un d'autre dans l'animalerie. Et là, bah forcément, il fait quelque chose de logique, il fuit. Ouais, il reste pas sur place pour savoir qui c'est, normal, il se barre. Donc là, on reviendra au My Alibi. Mhm. Et le téléphone qu'on a dans notre main, Ils lui, il sont... sonne pas. Oups. Et là, vraiment, ça a été la débandade. Et pas le choix, il y faut un retourner. plan B, Il faut y retourner. il faut y retourner. Donc le plan, il est plutôt simple, entre guillemets, mais ça va se baser sur le fait que, on sait, il y a des pitbulls qui posent problème, donc il va falloir les enlever. Thompson, lui, veut faire de la discrétion et en fait monter à l'étage, parce qu'en fait les escaliers Ouais. mènent à un étage. Par la porte où il avait vu de la lumière. Exactement, et tout simplement pour s'y introduire, y rester, pour essayer de soit avoir la personne quand elle dort, etc. Vraiment, on est parti du principe peut-être qu'il va falloir que tu restes toute une nuit là-bas, quoi. Et pendant ce temps-là, nous, on sera des amis de Pat qui va acheter les chiens, et on va l'aider, on va parler un peu au mec pour le ralentir, etc. Ça, c'est vraiment le plan. On achète les pitbulls, Thompson va se cacher, nous, on fait perdre du temps. Tu expliques.
la vérité. La vérité, c'est que le plan part pas tant que ça vers autre chose. Hein. Il se passe plutôt bien. Vous vous occupez j'allais dire l'animalier, mais je suis pas sûr que ce soit le bon terme. Enfin bref, vous l'occupez, vous dites oui, on veut acheter ces pitbulls et tout ça. Tandis que Thompson arrive à passer par hors de sa vue. Il crochette la porte comme ça, il monte, et c'est tout simplement des appartements, un appartement classique, le genre de truc où t'habites juste au-dessus de ta boutique, quoi. Il fouille là-dedans pendant que toujours on s'occupe de lui, et il trouve des preuves. Ah, sur le téléphone, en fait, tout bêtement. On avait Pas raison. que ça, il trouve des enregistrements aussi, clairement. Oui, c'est vrai, il trouve des enregistrements qu'il va prendre avec lui, c'est vrai. C'est ça. A priori, oui, il écoute un peu, il entend, il y a des discussions de la préparation du braquage, et des enregistrements des personnages en train de discuter quand ils étaient dans le van avant d'arriver sur le braquage. Donc clairement, ils sont clairement incriminés, tout le monde est incriminé, il y a tout ce qu'il faut. Il nous transfère l'information par SMS. Ouais. Et bah là, forcément, nous on est en bas, on se dit c'est bon, on sait que c'est lui le coupable. On va le ramener. Bah oui, Patrick nous a dit en fait, vous faites pas de mal, tant qu'il y a un soupçon d'innocence. Par contre, si c'est lui, bah vous en occupez quoi. Et bah du coup, 22 va prendre les devants. Le mec, au bout d'un moment, il en a marre de parler avec nous, il commence à partir. Et c'est à ce moment-là que nous, on reçoit les messages. C'est timing toujours parfait, digne de la fiction. Et le mec commence à fermer la clôture, parce que je crois en plus c'était la fermeture, c'était la tombée de la nuit, quelque chose du genre. Et là, du coup, 22 s'avance. Attendez. Il l'empêche de fermer la grille. Et il lui fout une droite. Et à partir de là, un combat se lance. Le mec a peut-être une arme blanche, un truc comme ça. Ouais, il devait avoir un... Dans ma tête, de souvenir, ça fait un petit moment, hein, il avait un gros hachoir, vous savez, le hachoir, il devait avoir ça sous le comptoir ou un truc comme ça. Je sais pas pourquoi il aurait ça, mais dans ma tête, il a ça. Peut-être. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on est du coup à 4 à essayer de se battre contre lui. Et il se débrouille pas mal en fait. En même temps, vous essayez de le choper au poing et aux mains, lui il a son arme blanche. Il y a un avantage. C'est compréhensible. Mais on a un deuxième avantage, qui est le 5e joueur, Thompson, qui lui du coup descend tout content. Il entend qu'il y a de la bagarre, il attend un peu, et dès que le mec, il est sûr qu'il peut pas le voir, il va en fait le choper par derrière. Je ne sais plus exactement comment il le maîtrise, mais en gros, il le défonce. Il me semble me souvenir qu'il mange le comptoir avec ses dents, mais voilà. Oui, il y avait de la violence dans tous les cas. Du coup, on arrive à choper le mec. Gossed, du coup Thompson, nous sauve un peu la vie sur ce coup parce qu'on avait un peu galéré. Et il y a séparation. Il y a d'un côté GS et moi qui partent tout simplement se manger un petit burger, etc. Parce que c'est bon, en fin de mission on n'en peut plus. Et de ce côté-là, il y a 22 et Thompson qui partent interroger le mec. L'interrogatoire, plus ou moins, c'est Thompson qui fait pression grâce à 22 qui a pas l'air rassurant comme mec. Ouais, 22 c'était sur son visage qu'il avait des problèmes. Exactement. Ça se voyait. Ce qui marche plutôt bien en plus. Et donc du coup... c'est ce qui se passe. Le mec parle un peu. Au début, il essaie de raconter des cracks, mais pas bête, on se fait pas avoir. Donc, au bout d'un moment, il révèle la vérité, c'est qu'effectivement, il a dû craquer et est obligé de tout raconter. Et c'est à ce moment-là où Thompson fait juste moi je vais rejoindre les autres. 22, je te le laisse. Donc, on ne sait pas officiellement, nous joueurs, ce qui s'est passé. Mais en réalité, 22 le mange. Oh! Parce qu'il était cannibale, j'ai oublié de dire au début. Et voilà, j'apprends des choses en direct là. Ok, donc 22 l'a mangé. Voilà. Et du coup, tout le monde se rejoint et il faut qu'on discute parce que ce qu'a révélé le mec, c'est que Patrick travaille avec un certain Frost. C'est ça. Dans les enregistrements qui servaient de preuve, vous avez appris tout simplement que Patrick et un Frost on essaye d'engager un groupe de nuls pour les envoyer pour les envoyer sur le terrain et pouvoir s'en débarrasser facilement. Et bien entendu, c'était vous. Et deuxième point, c'est que l'argent qui a volé, c'est l'argent de la mafia. Ouais. Donc c'est plus ou moins leur propre argent qui viennent de voler. Ce qui était très étrange. Donc nous, en ayant tout ça d'informations, on se pose, on mange notre fameux burger et on boit la fameuse bière Joker. Et on se dit, bon,
on peut pas continuer comme ça, il faut qu'on parle à Patrick, soit ce soir c'est fini entre lui et nous, soit il faut qu'il... c'est pas romantique, pas du tout, soit il faut qu'on mette les choses au clair et on peut continuer dans une relation saine. Jess, grâce à sa connaissance des aires de repos d'autoroute, c'est réellement ça, il n'y a pas de blague. Oui, il me semble qu'elle avait passé son enfance à Gotham déjà, donc elle connaissait les lieux. Ouais. Dans tous les cas, elle nous dit, je connais un endroit vraiment calme, à côté d'une rivière, etc. Donc vraiment le coin parfait pour au cas où ça tourne mal, et on appelle Patrick en mode, tu viens. Patrick est un peu choqué en mode, ben non, c'est moi qui donne les rendez-vous d'habitude. Ok, bon allez, j'arrive, mais vous êtes chou. Et il y a... On a oublié un truc important. Ah. Il fallait récupérer une batte de baseball chez le type qui avait les informations. Très très vrai. C'est Ça vrai lui que... tenait à cœur. Et parce qu'elle était signée d'un joueur très réputé de Gotham. Effectivement, il fallait récupérer cette batte de baseball, ça faisait partie de notre mission. Patrick arrive, assez tendu, détendu, très étrange. En fait, il a son comportement amical habituel, mais il le dit clairement. Ouais. C'est assez suspect ce qui se passe, donc il sait pas trop sur... Ouais, il y a un peu quiproquo sur la situation. Il y a un des personnages qui va chercher des bières dans le coffre, ce qui fait que Patrick se dit merde, je vais me faire flinguer par mes gars. Mais la situation ne part pas en... Non. En coup, tout reste calme. On explique tout simplement, c'est Thompson qui prend la parole et explique juste tout ce qu'on a dit. Vraiment tout ce qu'on vient de vous expliquer avec les enregistrements, il le dit comme ça. Et là, Patrick... Patrick récupère sa batte. Oui, Patrick récupère sa batte. Ça, c'est très important parce que... Il récupère sa batte. Ce qui fait que d'un coup, vous savez, ils avaient le dessus sur le moment parce qu'ils se faisaient oui, on sait ça, on sait ça, on sait ça. À partir du moment où il a mis la main sur la batte, il était de nouveau le maître de la situation. Ouais. Et en plus, il faisait des moulinets pendant qu'on parlait, quoi. C'était vraiment c'est des types super flippant. qui marchent un peu de gauche à droite pendant que vous lui parlez et qui... Wow. Mais sans les viser à eux, tu sais, mais juste en se... Ouais, mais s'amusant. T'as la menace, quoi. Le mec qui est toujours impressionnant. Mais dans tous les cas, mais il reste sympathique dans sa voix. Il reste sympathique. Et au moment où on a fini d'expliquer, il fait, bon bah, attendez, il faut que j'appelle un gars si ça vous dérange pas. Nous, on fait, vas-y, de toute façon là on sait plus qui domine qui, donc fais ce que t'as à faire. Il appelle. Son téléphone. Il appelle son patron, donc, son patron direct, Frost, dont on a déjà plus ou moins parlé. Enfin, sa présence en tout cas. Et il lui dit, ouais, les gars ils savent. Donc bon, qu'est-ce qu'on fait? Ça peut poser problème. Moi je dis qu'on a qu'à les faire rentrer dans le truc, hein, aucun problème. Et ouais, d'accord. Il raccroche. Genre comme si la discussion était passée, aucun problème. Ah ouais, non mais... Pas de négociation. Il se retourne vers eux et il leur dit, bon ben les gars, on peut pas vous laisser dans cette situation. Vous allez monter les niveaux, vous allez rejoindre notre truc. Et on va... recruter de nouveau l'arbre. Ouais, on va recruter de nouveau l'arbre. Et il les met au courant tout simplement. Plus ou moins du plan. Qui est en gros de prendre le dessus. C'est ça. En gros, en fait, ce qui se passe, c'est que... en fait, plus ou moins, la session s'est terminée. Au moment où il nous dit, bon écoutez, vous allez monter les rangs. On se donne rendez-vous bientôt. C'est ça, pour la révélation. L'autre session qui a suivi, ça a vraiment été une grosse session de discussion. Parce que ça a été en fait Patrick qui nous a un peu tout expliqué. Il y avait Frost aussi. Il y avait Frost, c'était dans un bar, je me souviens. Frost qui est le genre de gars blond, propre sur soi, habillé en blanc, entièrement en blanc, costard blanc et tout ça. Et en fait, Frost, ce qu'il nous dit en gros, c'est que en fait, ils sont servis de nous pour créer la menace du Red Hood. Le but, c'était... en fait, ils en ont marre d'être plafonnés, parce qu'en fait, la hiérarchie ne bouge pas. Regardez la série Gotham, je sais pas si c'est un bon exemple parce que je l'ai pas fini, mais regardez la série Gotham. La première saison alors, si vous voulez, c'est ce qui est le plus proche, j'imagine. Ouais, bah oui, honnêtement, ouais, moi qui la regarde, je m'amuse à me dire, ah tiens, est-ce que ça t'a inspiré un peu ou pas mais dans tous les cas, le truc qui compte, c'est que voilà, ils en ont marre, la hiérarchie bouge pas, c'est impossible de monter. C'est ça, imaginez, vous avez le pingouin, vous avez Black Mass, vous avez tout ça qui est en haut de la hiérarchie, comment vous faites pour monter? Tu peux pas. Donc, il faut prendre les devants et ils vont créer une menace fantôme qui est celle du Red Hood, qui sont la leur, en fait, eux ils contrôlent le Red Hood, qui sont nous. Oula, cette phrase était très bizarre grammaticalement, mais c'est pas grave. Et du coup, grâce à ça, ils vont pouvoir prendre l'ascendance en faisant peur vraiment aux anciens.
pendant que vont pouvoir du coup monter grâce à ça. Ça c'est le plan, du coup nous on discute après avec Frost, on fait vraiment connaissance, enfin avec Patrick pardon, parce que Frost lui s'en va, et voilà, en fait, toute la session, enfin quasiment toute la session... Oui, c'est une grande discussion, mais elle se passe pas au Mayalibu ou quoi que ce soit, il les invite chez lui. Oui, c'est ça. Il les invite, il leur cuisine pour eux pendant qu'ils discutent. Et vraiment, la cuisine, en plus, tu le décris, mais elle est super longue, il fait vraiment des entrées, mais infinissables. C'est ça, il a mis le tablier, le petit chapeau de chef, tu vois. Et non, mais vraiment, en fait, il y a vraiment cette image de Patrick comme un mec super sympa dans cette saison, qui est très sympa par rapport au contraste avec la première. Et en gros, c'est qu'une discussion, et à la fin, bon, écoutez, on a une petite mission. Je suis désolé, c'est la dernière fois où seraient les larbins, mais on n'a pas encore recruté de nouveau. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller à Chinatown, donc le quartier chinois de Gotham, et vous savez, ils ont un temple là-bas. Vous avez graffé des conneries pour le Redwood, histoire d'ancrer encore un peu plus la menace, et que Chinatown, finalement, la mafia... c'est la triade, c'est ça ? La triade, oui. C'est ça, que la triade, en fait, rejoigne les vieux, comme ça on peut faire mal vraiment à tout le monde. C'est, du coup, nous... On dit d'accord, certains d'ailleurs ont mal aimé le fait qu'ils nous redemandent de faire les larbins, mais ça n'a pas pris d'ampleur dans le groupe, on a calmé ça, on était pas mal à dire non mais t'inquiète pas, c'est normal, après tout, faut la suite les a confortés dans le fait qu'ils étaient... qu'on les aimait bien, quoi. Qu'on avait une vraie importance, et qu'on n'était pas restés les larbins, mais qu'on faisait semblant. Et ce qu'on fait, parce qu'on va à Chinatown, on pille une boutique pour avoir de quoi graffer, on la brûle, ce tant qu'à faire, on t'en fout la merde, on va au temple, et on commence à graffer. Il y a Jess qui reste dehors dans la voiture pour partir le plus rapidement possible, dans son van à elle, et nous on est à l'intérieur et on est en train de graffer, etc. Jusqu'à ce moment, il y a un moine qui arrive, mais... C'est un espèce de moine shintoïste ou taoïste, je sais plus exactement ce que j'avais dit. Dans tous les cas, il est choqué, il est en mode, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Il commence à un peu... une sorte de signaler l'alerte, quoi, je sais pas exactement. Il signale l'alarme, je sais pas, peut-être qu'il gueule ou un truc comme ça. Et c'est là où en fait, les mecs qui sont dehors, tous un peu mafieux, parce que voilà, c'est comment de la triade, commencent à sortir des armes et se rapprocher dangereusement vers le temple. Et à l'intérieur du temple, on a une petite surprise qu'il aime bien. C'est ça. À l'intérieur du temple, venant de plus profond dans le temple, vous avez plein de moines, shintoïstes ou taoïstes, qui arrivent avec donc leur robe cérémonielle et tout ça, et des calages dans les mains. Le contraste parfait. Et nous, en fait, il n'y a pas vraiment confrontation. Il y a confrontation, mais nous, on est vraiment dans la fuite. On est en mode, de toute façon, on avait fini. Il faut qu'on se casse. Et vu qu'ils sont en grosse mitrailleuse, il n'y avait pas vraiment genre, on va rester, on va essayer de les tuer. On était vraiment en mode, on essayait de faire des tirs de sommation pour pouvoir se barrer. Et c'est ce qu'on fait très rapidement. Voilà, on essaie de partir le plus rapidement possible. Jess est prêt à démarrer à l'instant même où tout le monde est rentré. On rentre dans le van, on part, et bon, il y a une petite course-poursuite, mais très vite réglée par Jess, qui est très talentueuse à la conduite. Ouais, c'était sûrement... c'était un peu son rôle. Si on doit donner des rôles clichés aux gens, c'était le taxi. Mais elle faisait bien plus que ça, quand même. Ça fait plusieurs fois qu'elle reste en arrière dans la mission pour s'assurer soit qu'il n'y a personne qui intervienne, soit qu'on puisse partir rapidement. Et c'est quelque chose ça les a sauvés plusieurs fois, comme cette fois-ci. Exactement. Et donc, du coup, en fait, la session se termine là. On est à la fin de la 3ème session sur les 8 qu'il y a eu lieu, tout simplement. Ça y est, on va rentrer vraiment dans la pègre. On va avoir un rôle plutôt important. On vient de foutre la merde un peu à Chinatown pour donner crédit au Redwood, et surtout très important, à partir de là, on a pris vraiment l'identité du Redwood, c'est-à-dire qu'on a commencé à se considérer comme étant le vrai Redwood. On se parlait en mode, bon, on est le Redwood, et on jouait sur les deux identités entre guillemets, parce qu'on n'a jamais trahi Frost et Patrick, on n'était pas en mode double jeu, mais vraiment, plus tard, ils vont nous demander de faire des missions, ce genre de choses. On se dit, bon bah là c'est le Redwood, et vraiment on se considérait comme limite quelqu'un d'autre, quoi, vraiment, jouer là-dessus. Ils prenaient d'eux-mêmes la volonté en gros de mettre le masque pour certaines missions et tout ça. C'était pas demandé de le mettre ou des trucs comme ça. Et ils le faisaient. Exactement. Et donc du coup, le temps passe un peu, on fait finalement nous on fait plus les larbins, il y a que 22 qui se trouve avoir une nouvelle mission qui est de temps en temps distribuer une certaine drogue, gérée par Frost et Patrick. Et donc 22 doit juste le distribuer et le vendre. Rien d'exceptionnel pour l'instant. On est dans un entrepôt, le fameux entrepôt de la saison 1, pour ceux qui voient. Pour les autres, ce n'est qu'un simple entrepôt. Ouais. Et dans cet entrepôt, tout simplement, on est là, il y a tout le monde. Il y a Chipolata, qui est une personne avec c'est en gros le 3e de la tête du complot, en quelque sorte. Qui est un Mexicain cliché, en mode...
C'est ça, hein, tu l'as vraiment présenté en mode cliché, et justement le nom chez Pata, c'est un surnom qu'on donne. Et, C'est Patrick qui lui donne parce que Patrick est un rigolo. et d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'au début, le perso avait du mal avec nous, parce que Patrick nous l'a présenté en l'humiliant un peu, en mode ah, il rigole jamais, c'est Chipolata, etc. Et du coup, bah lui, t'es en mode mais non, mais moi je veux être un mec sérieux de la pègre et tu me présentes comme ça. Et du coup, au début, il avait un peu de mal avec nous, après ça c'est allé. Et en gros, là, il y a Chipolata, il y a Frost, il y a Patrick, on est dans le local. Et il fait bien nous avoir la première mission en tant que personne importante du complot. Cette première mission, c'est très simple, il y a le retour d'une personne, enfin du moins d'une famille, qu'elle va représenter, qui est Marcia Falcon. C'est ça. Les Falcons qui sont donc en gros la grosse famille mafieuse originelle de Gotham, celle qui avait tout dans sa main avant que Batman arrive avec les super méchants aussi et tout ça. Enfin, que Batman arrive. Mystère, hein, on se rappelle. Donc voilà. Mais c'était en gros, ils ont chuté depuis qu'il y a des méchants un peu plus tarés. Ouais. Et voilà qu'une héritière arrive. Donc bien sûr, ça intéresse pas mal de gens dans la pègre, de revenir à l'âge d'or sans les gens fous. Et Frost, Patrick et Chipolatas ont l'idée de l'utiliser en quelque sorte pour donner une menace de plus à la mafia. Et quoi de mieux pour l'utiliser que d'envoyer finalement leur deuxième menace fantôme, celle du Red Hood, qui rejoindrait Marcia, et du coup rendrait totalement fou l'écran. Et pour revenir un peu sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que sur la campagne, en fait, c'est un truc qui est vachement en toile de fond et qu'on a beaucoup ressenti, c'est cette lassitude des fous. C'est vrai qu'en fait, on n'a jamais croisé le pingouin, Black Mask, ce genre de choses, ni le Joker, qui était surnommé le clown durant toute la campagne. Et en fait, on en parlait, et en fait, quand on en parlait, c'était même pas en mode ah là là, cette personne est vraiment importante, c'était vraiment en mode mais il y en a marre que ce soit eux, en fait, genre limite regretter l'époque où la personne la plus dangereuse c'était juste Falcon qui. C'est ça. En même temps, la plupart des gens ils sont là pour gagner leur vie, quoi. C'est ça. Et quand ton patron il est juste là pour s'amuser et à juste faire des espèces de constructions géantes de clowns qui balancent du gaz dans toute la ville, tu fais j'ai pas envie de tuer ma famille, mec. Donc effectivement c'était très intéressant en toile de fond cette ambiance là, et en plus ça change un peu, mais ça évite le fan service en mode Oui. il y a le Joker, puis il y a le pingouin, il vient de voir. Mais du coup, c'est pour revenir à la mission, on va devoir s'infiltrer du coup. Alors Patrick est par contre très sérieux là-dessus. On a carte blanche, par contre on doit jurer fidélité à vie vraiment à Patrick, c'est-à-dire que jamais on va devoir lui tourner de dos. Nous franchement on hésite environ 0 secondes. On est vraiment en mode bah oui mais bien évidemment. À partir de ce moment-là, les personnages, enfin les personnages pas forcément, mais les joueurs en tout cas étaient déjà amoureux de Patrick. Ah ouais. Et les personnages avaient quand même trouvé une certaine sympathie pour lui, malgré la peur aussi qu'il y avait derrière. C'était du double. C'est-à-dire en fait. Il avait cette peur nous empêchait de le trahir en fait. C'est juste, on savait que déconner avec lui, c'est ce que je disais tout à l'heure, déconner avec lui c'était chaud, mais par contre, juste le fait de. En fait, si on est clean avec lui, c'est un mec réglo super sympa, tu vois. Et comme personne avait la moindre envie de le trahir, en fait, on se sentait pas en danger avec lui, tu vois. On était juste en mode ah, c'est Patrick. Voilà. Non. Mais du coup, voilà, il nous demande de jurer fidélité. Bien entendu, on jure fidélité, il n'y a pas de souci, Patrick. T'inquiète pas, on sera toujours là pour toi. Et on va aller se faire recoter, donc c'est très simple. Marcia, pour s'illuminer, revient en faisant le concours de Miss Gotham. Chacun sa façon. Que, oui, en gros, vous le découvrirez peut-être au fur et à mesure de ce qu'on raconte, mais le concept de Marcia, c'était en gros que tout ce qu'elle avait, c'était juste son nom. C'est Falcon. Et peut-être qu'elle avait peut-être un peu trop regardé Breaking Bad, et s'est dit avec ça, je peux devenir la reine du crime. Et du coup, elle était vraiment dans cette idée du spectacle crime, quoi, en quelque sorte. Tout à fait. Elle était très imbue d'elle-même. Voilà. Pour expliquer le plan, comme ça je te laisse expliquer comment ça se passe, j'aime bien cette organisation. Pour expliquer le plan, c'est très simple, on va devoir mettre, je crois que c'est une rose blanche en symbole, donc on va devoir mettre une rose blanche pour dire qu'on est prêt à se rallier à sa cause, et on va devoir la choper là-bas, et voir comment elle nous recrute. Donc, bon, ça pour l'instant il n'y a aucun problème, y aller, demander, recruter, etc. Et comment ça se passe ? On l'attend à l'élection de Miss Gotham. Elle sort dehors, elle voit les roses, il y a Jess qui va lui parler seule, et clairement elle me dit si vous êtes là pour me rejoindre, j'ai directement une mission pour vous, c'est, il y a tout simplement la gagnante de Miss Gotham, parce que ce ne fut pas Marcia, et vous allez me tuer et me nettoyer tout ça, qu'on perde toute trace d'elle, quoi.
Et bah, nous, on est obligé d'accepter. Et c'est là où je vais te laisser raconter, du coup, comment on s'est plus ou moins organisé et ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont directement vers la loge de la gagnante, qui n'est pas encore partie, hein, le concours vient de se terminer. Ils entrent, armés. Il la découvre tout simplement avec son amant, a priori, en train d'apprécier la vie. Et ni une ni deux, ils se disent bah, c'est pas le moment de dire oh excusez-nous, ils tirent dedans. Les deux sont morts, ils vident les cadavres dans un chariot avec plein de tissus, des affaires à jeter. Ils vident ça dehors et c'est fait. Exactement. Non, je crois le plus On total. l'a jeté dans... D'ailleurs, parce que je crois qu'on a un problème avec Chinatown. T'as créé des persos racistes en jouant, Ah ouais. puisqu'on a jeté la personne dans le fleuve à Chinatown. Donc vraiment, je sais pas pourquoi, le fait qu'on c'était notre première cible, on s'acharne sur Chinatown à chaque fois. Attends, si on peut faire chier Chinatown. Mais du coup voilà, la mission est faite et étant accomplie, on va devoir aller voir Marcia au Red Club, si je dis pas de bêtises dans le nom. Red Circle, ouais. Red Circle, ouais. Red Circle. Qui est une boîte de nuit beaucoup plus dévergondée que le Mayalibi, qui est un endroit plus sympa. C'est quand ça, même. c'est un endroit plus pour la fête, on va dire. Le Mayalibi, c'est pour se retrouver entre potes et entre gangsters, on va dire. Du coup, bah, on se rend là-bas et Marcia fait bon, bah, écoutez, vous avez l'air pas mal pour que je vous recrute. Bah, du coup, vous allez faire la première mission pour moi. C'est-à-dire, il y a un hôtel qui s'appelle l'hôtel Falcon, qui ne m'appartient pas, alors qu'il y a mon nom dedans. Enfin, genre, évidemment qu'il m'appartient. Donc, ça. on va y aller et on va négocier pour l'occuper. Et vous êtes là pour faire les gros bras et m'aider à négocier. Bah, écoute, de toute façon, il faut juste se tenir debout et t'écouter. Donc, Ouais. on a connu le pire. On y va. Il n'y a pas grand chose à raconter Y a là-dessus. pas grand chose à raconter, C'est juste, ils sont là, ils font les gros bras derrière, pendant que elle le menace, et il finit par dire ok, d'accord, tu En récupères fait, ton... réellement, en plus, par contre, ce qui est drôle, c'est que c'est nous qui avons vraiment mené les discussions. Genre, au moment où on a vraiment négocié, on a pris le dessus. On a demandé quand même que ça gênait pas, mais apparemment non. Du coup, vraiment, genre, on a pris le dessus, on négocie, puis le mec, bon, là, vraiment, il fait bon, bah. J'ai bien compris que j'étais dans la merde face à eux, donc. Vas-y, récupère ton hôtel de merde, là, tu me fais chier, moi j'avais une famille, des gosses, ce genre de choses, mais je vois que ça compte pas. Et en vrai, la mission, bah, voilà, elle est faite, et pour fêter ça, littéralement, il y a une fête qu'elle va organiser pour fêter le retour de Falcon, donc elle va inviter tous les gens importants de Gotham, c'est-à-dire Bruce Wayne, le maire, ce genre de choses. C'est ça. Officiellement, pour toute la ville, enfin pas pour la mafia, mais pour toute la ville, elle est là en gros pour nettoyer le nom des Falcons. Et en gros, elle invite tous les gens bien, le maire... Elle est Miss Gotham, après tout, hein, c'est aussi pour fêter Miss Gotham. Oui, parce que... Alors, petit détail, la gagnante est morte. Du coup. La deuxième, qui en fait... Oui, parce que Marcia était troisième, elle Voilà. a fini troisième. Et la deuxième, qui n'était pas Martial, justement, a été retrouvée... Alors, on va expliquer ça de manière soft. Dans une photographie de pornographique, mais avec un là-bas. Voilà. C'était là aussi une destruction. Voilà, c'était Marcia qui était là derrière aussi, avec sûrement une autre équipe. Avec, effectivement, une autre équipe. Et parce que nous, on l'a pas fait. Oui. Et enfin, heureusement, parce qu'à jouer, ça aurait été bizarre. Du coup, voilà, il y a cette fête-là, et nous, on va être en garde du corps. Donc, il y a une personne, c'est Jade, je crois, qui surveille qui surveille Marcia, il y a une personne qui surveille le maire, et nous, on surveille juste les étages. C'est ça. Il ne se passe rien, si ce n'est un moment, le petit clin d'œil sympa. Alors que, en fait, on passe en after party, c'est-à-dire que les gens très sérieux sont partis, et maintenant, ça fait des soirées privées, comprenez bien ces guillemets, dans les, je crois que c'est en dessous, enfin bref, peu importe. Elle a Du coup, plusieurs étages. il y a personne à l'étage que surveillait Jess, mais malgré tout, l'ascenseur vient d'être utilisé, et quelqu'un vient de partir alors qu'il n'y avait plus personne. N'oubliez pas qu'un certain Bruce Wayne était invité, mais nous, on n'en sait rien, donc en fait, on a juste conclu, bah écoute, c'était le majordome. Et la session s'est finie là-dessus. C'est ça. C'était le petit moment où les joueurs se sont dit ah. Ouais. Et les personnages. Bah, il y avait quelqu'un finalement. Donc ça c'est la fin de la session, et la session d'après, c'est Marcia qui nous donne une mission, c'est tout simplement d'attaquer l'entrepôt de Patrick, et surtout de Frost. Nous on sait que c'est Patrick, mais elle le sait pas. Qui est la Maison Rouge, j'ai noté, mais j'ai un doute sur le nom parce que j'avoue que... Oui, c'est la Maison Rouge. Ok. Qui était tout simplement juste un espèce de bordel dans Chinatown.
mais qui était déjà un truc illégal, mais qui servait de couverture à un truc encore plus illégal, du coup, pour la drogue. Voilà, ça au moins t'es sûr qu'on va pas fouiller, rien ne va. Et du coup, bah, elle nous demande juste de faire le repérage. Rien, vous l'avez juste repéré. C'est ça. Et parce qu'elle savait qu'il y avait de la drogue, qu'il y avait cette fameuse nouvelle drogue dont 22 fait partie de la distribution. Et elle dit, je veux aussi ma part du gâteau. Ouais, elle veut en fait pouvoir l'en trouver pour copier la recette et avoir sa part sur le marché. Et là vient le moment le plus étrange rôliste. C'est-à-dire que bah c'est nos patrons, donc on les prévient, c'est normal. On dit juste bah écoutez, il va avoir une attaque sur vos entrepôts, donc il faudra qu'ils soient vidés d'ici cette date. Mais il va falloir qu'on fasse un repérage. Sachant que pour cette mission-là, elle nous dit bah voilà, vous allez avoir quelqu'un pour vous aider. Elle nous sort un collègue qui a encore une fois un visage familier. Cette fois-ci, c'est pas Patrick, parce que ce serait encore plus bizarre. Mais c'est le jeune ado, le gamin, qui avait été tabassé par Patrick. Et cette scène est magnifique. Vraiment, une des scènes à vraiment écouter sur les overlays de la petite pause JDR, parce que la saison 2 est disponible dessus. C'est cette scène-là, parce que tous les joueurs sont en mode oh putain c'est lui, ne le provoquez pas, faut pas qu'il parle, et lui en même temps il est en mode oh putain c'est eux, je baisse les yeux, et du coup il y a cette scène gênante où tout le monde est en train de baisser les yeux, oh, attends, c'est la merde. Cette scène est magnifique pour ça. Ils étaient dans une situation de double jeu déjà de base, et il y a un autre qui arrive, ce qui fait qu'ils doivent faire encore un autre double jeu dans un autre sens. Ouais. Et du coup ce qui s'est passé, c'est que ça a été... Il devait vraiment faire semblant... À cause de lui. À cause de lui, parce qu'il était présent pendant l'investigation, pendant le repérage, il devrait faire semblant de vraiment repérer. Et en fait, bon, après, il y a vraiment eu... En fait, la session, c'est nous qui prenons des risques pour rien, parce qu'on fait vraiment, du coup, un vrai repérage, on prend des risques auprès de la patronne et tout, alors que, bah, c'est notre patron, on sait exactement ce qu'il y a dedans. Et de l'autre côté, une grosse discussion, qu'est-ce qu'on fait de ce gosse? Et il y a vraiment, genre, en mode... Alors, ça peut pas être du hasard, parce qu'en... Ou alors c'est peut-être du hasard finalement. Mais non, ça peut pas être du hasard. Il y a vraiment cette discussion-là. Bon, est-ce qu'on le tue mais non, mais c'est la première mission. Si ça prouve, c'est un test. Est-ce que Marcia sait? Et que si on le tue, ça prouverait qu'on est encore fidèle. Et on part vraiment là-dessus. On vraiment limite parano de tous les scénarios possibles. En en conclut que on peut pas s'en occuper maintenant. Mais Pat, c'est bien Pat J'ai un doute. Oui, Pat décide de se dire écoutez les gars, moi je vais lui parler en privé, on verra. Et il va lui parler en privé. Nous on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Ouais. Tu m'as révélé ça il y a genre moins d'une semaine. Oui, c'est qu'en gros Pat donc c'était le gars sympa. Et ce qu'il ne savait pas c'est que déjà avant, à la toute première session, après que tout le monde soit parti, après le tabassage du gamin, lui a été retrouver le gamin, l'a amené à l'hôpital, l'a aidé à se remettre sur pied. Donc là il le recroise et il se dit c'est à moi de faire le boulot. Donc il va le voir et il lui dit tout simplement bon il faut que tu dégages, tu poses problème, je t'ai sauvé la vie une fois, je vais pas pouvoir te sauver la vie une deuxième fois, il faut que tu te dépêches de dégager parce que ça va mal se passer dans les parages. Exactement. Et ça a marché parce qu'en fait il a vraiment disparu de la campagne. C'est ça, il a redisparu. Il a disparu de la campagne et en plus ça nous a pas choqué sur le coup, c'est qu'après en réfléchissant on pourra en parler etc. C'est ça, je veux dire, les autres joueurs et personnages se sont tout simplement dit ah mais il a pas supporté la pression du fait qu'on soit là aussi sur le boulot, il a juste quitté. Voilà. Ouais. Du coup, voilà, ça c'est une session entière, c'est la question et un faux repérage. Par contre, très, très sympa, un truc avec William, c'est que je me suis fait passer pour un vigile qui est passé par un truc intermittent, c'est-à-dire un recruteur, pour faire genre, je peux me balader un peu, et juste un truc que j'aime bien, c'est que j'ai fait des jolis jets de discrétion, et ça m'a rappelé un peu Victor, et son époque Predator, donc voilà, c'est le petit détail que j'avais aimé. Nouvelle session, et bien entendu, c'est la suite logique du fait qu'ils aient fait du repérage. Bah faut y aller. Il faut y aller, lancer l'assaut, récupérer la drogue. Pour ça, ils ont quand même un petit briefing, ils se mettent leurs informations en commun, avec d'autres gars de Marcia Falcon, dont un certain Frank, un gars qui a l'air assez brut, mais pas dans le genre de Patrick brut, un peu plus brut vicieux on va dire. Le brut vicieux un peu ordurier, qui ramène un buddy
type qu'il appelle son buddy, qui est un titan de 3 mètres de haut. C'est ça. C'est Bane, mais sans le côté ultra-veineuse C'est ça, qui c'est dépasse. 3 mètres de haut, ultra musclé, pas très malin, donc pas comme Bane, vu que Bane est malin. Effectivement. Je ne l'ai pas dit pendant le jeu, parce que ça n'avait aucun sens que les personnages ne le connaissent, mais pour les grands spécialistes de Batman, parce que c'est un personnage qui est vraiment pas connu, c'est un personnage qui s'appelle Amidal. Voilà. Même moi, je connais pas et j'ai une collection Batman que vous pouvez voir peut-être derrière. Il a dû apparaître 3-4 fois dans des vieux comics. Il est jamais réapparu. Grosse culture gothamique. Hein. Lui, son perso en culture gothamique, il la sent. Du coup, ouais, il nous ramène ce buddy. Genre, au début, on n'est pas très bien. Tu vois, on est en mode ah ouais, parce que vraiment, c'est vraiment le gros monstre, quoi. Et bon, de toute façon, on est professionnel, il faut attaquer. Nous, on sait très bien qu'on attaque une planque où il n'y aura quasiment pas ce qu'il faut. Malgré le fait qu'on va quand même choper de la drogue, on en parlera, mais le plus gros a été viré. Et surtout, en même temps, il fallait pas non plus trop attirer. Et surtout, Frost nous prévient par SMS, ce sera gardé comme d'habitude, voire d'autant plus parce qu'il y a eu des effets un peu étranges à cause de notre infiltration. Parce que sinon c'est trop suspect. S'il n'y a pas de garde, on sent le piège à 15 000 km. Donc ils peuvent vraiment mourir, quoi. C'est clairement dit. Ouais, donc là c'est clairement. Il n'y a pas moyen de. Dans tous les cas, Frost va perdre des hommes, mais. Ouais. Bon, on espère que ça sera pas nous. Le plan est très simple, c'est qu'on va avoir 3 vannes. Il va y avoir le van principal avec Thompson qui va en fait percer un mur avec Buddy dedans, donc en gros il va fragiliser le mur, Buddy va foncer, il va foutre la merde. Il y a un van qui sert de secours qui est conduit par Jess, qui a la cargaison en fait pour faire rentrer les... la drogue. La drogue qu'on va choper, voilà, merci. Ouais. Et le dernier van, c'est un van qui sert juste à transporter les gens, et justement c'est lui de secours pour que des gens puissent faire des tours et surveiller que tout se passe bien. Tu veux expliquer comment ça se passe dedans ? Rapidement, de toute façon il n'y a pas 15 minutes. Ce qui se passe, assez rapidement, c'est que sur des échecs 2D de mes propres PNJ, ils sont repérés. Alors normalement, en vrai, bon, c'est l'aventure des joueurs, donc en vrai j'aurais sûrement pas fait ça, mais j'avais besoin que la situation dégénère, parce que sinon ça se passait trop bien. Donc j'ai accepté le fait que les dés avaient décidé ça. C'est pas plus mal, parce que ça a vraiment créé un chaos. En fait, on s'est fait repérer d'un coup. Buddy, du coup, pas le choix, on l'utilise alors que le mur est pas fini d'être fragilisé. Il va foncer, du coup on commence à se faire tirer dessus, nous on essaie de prendre un peu de drogue, ce qu'on arrive à faire, on ramène un peu de drogue, et on est en état de fuite. Il n'y a qu'un personnage qui hésite un peu au début de fuir, c'est Pat, parce qu'il s'est pris d'attachement pour Buddy, et il veut le sauver. Il a partagé quelques croissants avec lui, tout ça, et Buddy fonctionnait beaucoup à la bouffe. C'est vrai qu'il avait partagé quelques croissants. Et pour le coup au début, on était en mode, mec fais pas ça, parce que Buddy... n'a pas intelligent, donc si on l'attaque, il fonce dessus. Sauf que là où on ne réagissait pas Buddy, c'est qu'il fonçait sur des mecs qui a des mitrailleuses. Ouais. C'était super dangereux. Et finalement, oui, Pat, c'est... comment dire, il a fait ok, tant pis, je ne peux pas le sauver. Et il a regardé super triste partir, foncer dans une embuscade à la mitrailleuse. Et on sait pas ce qui lui est arrivé. On sait pas ce qui lui est arrivé. Mais si vous avez regardé la saison 1... Vous savez ce qui est arrivé. D'ailleurs très bien, on en parlera en outro un peu de cette gestion saison 1, saison 2 si on a le temps. Ouais. Dans tous les cas, voilà, la mission est faite, on fuit, il y a un événement. Est-ce que tu veux je le raconte ou tu le racontes Tu peux le raconter. Allez, parce qu'on a beaucoup aimé. On fuit, moi je suis dans le truc de Jess, il me semble que Thompson aussi. Peu importe. Elle conduit, on s'en sort très bien en conduite, elle arrive à prendre des tournants qui déstabilisent un peu, mais ils sont toujours derrière là. Elle fait, écoute, il faut que j'arrive à les emmener dans un endroit où il y a de la foule, est-ce que, par mes connaissances gothamiques, plus de la culture là, de la cité, il n'y a pas genre un truc de vélo pas loin et tout ? Tu fais, ça tombe bien, il y a actuellement le circuit Gotham, le tour de Gotham, qui se passe genre à 2 rues d'à côté. Ok, j'y vais, donc tournons 90 degrés, etc. Genre c'est vraiment la galère. Et elle rentre sur le circuit de vélo, elle passe juste devant et continue, mais les autres n'ont pas le talent de conduite de Jess, et les voitures qui nous suivent défoncent les vélos, les écrasent totalement. Accident quoi, il peut plus continuer à avancer. Ah oui, accident, mais nous ça nous permet de fuir, et il y a ce moment où d'un seul coup Jess nous a paru des fois peut-être un peu cruelle. Tu sais, elle a l'air tellement gentille, mais
waouh, elle vient quand même de sacrifier comme ça des séquilles, bon tant pis. Ouais. Et très marrant parce que on a un appel de Patrick pour lui dire bon on a fait ce qu'il fallait, désolé, bon bah, ça on a foutu la merde, mais bon c'était la mission, tu nous as demandé d'infiltrer, on le fait. Et Patrick, à ce moment-là, qui est juste en mode wouhou le strike c'est génial parce que forcément Et regardez la télé. c'est devenu les news, enfin voilà, il y a vraiment la panique, vous savez, Flash News, il se passe une merde. Et lui, t'es là, on regarde la télé, on dit, oh putain, Strike, c'est génial. Il fait, mais c'est vous, mais vous êtes géniaux, je vous aime. Alors, vraiment, il n'y a eu aucune gravité. Genre, on était tous super marrés de ce qui venait de se passer. La gravité, vraiment, en rentrant dans la PEG, c'est quelque chose qui se perd super facilement. Bref, nous on se sépare. Il y a 22 qui pètent un plomb, petite arc à côté. Ouais. Pas très important. 22 mais... était assez instable, comme on l'a dit. Ouais. Et toute cette action, toute cette panique, parce que le plan s'est mal passé et tout ça. Ça fait péter un plomb. Il a pété un plomb, Et il a essayé de se battre avec. Bah, en fait, c'est que Thompson essaie de le calmer en mode hey, 22, calme-toi, c'est bon, je suis là. Ça, il était genre en hyperventilation, un truc Et comme ça. 22 se contient, sauf que Thompson le lâche pas. Et bon, bah, du coup, il pète un plomb et 22 lui fout. Il le frappe en fait, il lui fout une tarte ou un point, je sais plus. Et il part en courant, et pendant une semaine, il va donner aucune nouvelle et il s'excusera après. Donc, c'est pour ça que c'est. J'ai dit que c'est pas très important parce que ça. C'est intéressant pour le personnage, mais ça n'a pas amené une évolution incroyable. Mais ça fait. Je pense que c'est plus ou moins le moment où tout le groupe de personnages a appris en gros que 22 était assez instable. Ouais. Avant, il y avait que Thompson qui le savait parce qu'il avait interrogé le type avec. Exactement. Même si c'était sur sa tête, mais. Du coup, pour finir la session, un petit moment un peu sympa, c'est une réunion en fait avec Frost et plein de gens de la mafia, et en fait, on découvre la Camarilla, le nom en fait de cette campagne, qui est cette. Comment on appelle ça conspiration. Ouais, cette conspiration pour virer la tête de la mafia et monter. Donc on finit là-dessus, une soirée dans laquelle on va parler avec tout le monde, et on sent qu'on est vraiment important, et que Frost et Patrick se foutent pas de nos gueules quand ils disent qu'ils veulent vraiment faire de nous des mecs importants dans leur plan. C'est ça. Il est aussi annoncé, parce que bien sûr ça discute des plans, il est annoncé par Frost simplement que Martia c'est fini. Ouais, ce soir c'est fini. Son rôle dans cette histoire est terminé, et c'est comme ça que Martia disparaît a priori. Comme ça, plus de mission avec Martia. On rentre sur les 2 dernières sessions, accrochez-vous, parce que c'est le moment où la saison 1 devient explosive. Je me... on commence cette 7ème session par un appel de Frost qui nous dit les gars, il n'y a rien qui va. Tout simplement, le stock a flambé. On n'a plus de stock de drogue, sachant que Marcia avait réussi à créer la sienne avant, mais ça c'est pas très grave, vu que de toute façon elle a disparu. Du coup, on se donne rendez-vous et on se casse immédiatement le plus rapidement, parce que bah, du coup, peut-être qu'il y a des gens qui sont au courant, tout ça, peut-être qu'il y a des retombées par rapport à la conspiration. On part avec vous et on quitte Gotham à un moment. C'est ça, parce que à ce moment-là de l'histoire, grâce à leur terrorisme du Redwood et tout ça, ils avaient réussi à lier la mafia, la triade, plein d'autres gangs, donc ils avaient vraiment la possibilité que tout le monde criminel, plus tout le monde de la justice, soit sur eux. Ouais. Donc c'est quasiment tout Gotham sur eux. Ce qui est beaucoup. Ouais. Du coup, il nous dit, bon, juste avant qu'on se rencontre, vous devez buter 4 personnes. Le premier, c'est un mec qui était à la réunion de la Camarilla, moi j'ai son nom, mais on s'en fout. Ouais. Et honnêtement, on va le raconter comme ça, on est y allé, le mec était en repas de famille, on l'a buté froidement. La morale, vraiment, l'a quitté nos personnages. Donc vraiment, on est juste en mode, bon, c'est la panique, il faut qu'on agisse pour partir le plus rapidement possible. La deuxième personne à buter, c'est Baron Samedi, un personnage qui est apparu dans les petits hors-sujets, qu'on ne parlera pas dans ce Gotham. Des petites sessions hors-série que je faisais juste quand il manquait un joueur. Ouais. Je leur disais, on va faire une petite aventure alternative qui est canon dans l'histoire, mais qui n'avançait pas l'histoire. C'est ça. Et donc du coup, vous pouvez les suivre, par contre, sur la petite page JDR, donc c'est le seul truc qu'on résumera pas, donc profitez du format overlay. Du coup, on bute Baron Samedi, il se passe quelques éléments, mais sans raconter les one-shots, sont peut-être pas très intéressants. Ouais, ça ne servira à rien. Ce truc qui est marrant, c'est Jess qui pète un plomb et qui commence à tuer à la batte des mecs de Baron Samedi. Parce que le mec, en fait, meurt en tombant des escaliers qu'on a bourrés, et elle pète un plomb, prend une batte et frappe le mec. La troisième personne, forcément, c'est Marcia, et la quatrième personne, c'est Chipolatas. Marcia, comment ça se passe? C'est, en gros, elle est dans un hôtel. Il faut du coup s'y rendre, enfin c'est un hôtel, c'est une épicerie. Marcia avait disparu après que Frost ait en gros décidé que son gang s'était terminé. Ouais. Sauf que ça n'a pas marché,
et finalement elle est en vie, donc nous la prenons, il faut qu'on la tue. Elle pensait que les personnages étaient encore fidèles à elle, donc elle leur a donné l'adresse. Ouais, et donc en trouvant l'adresse, on s'y rend dans cette espèce d'épicerie-hôtel, et on prend la chambre de luxe qui est juste à côté, et du coup on va rendre visite à Marcia, qui est léthargique, paniquée, flingue à la main, que moi j'arrive à le retirer facilement, et en gros elle va se barbouiller dans la salle de bain, et là il y a une discussion qui s'entreprend entre joueurs, en mode, qui la tue. Et alors qu'au début, je crois que 22 était chaud parce qu'elle lui avait mal parlé, etc., Tom Dodd, il dit, ouais mais William, il faut qu'il passe par là, et qu'il devienne vraiment un d'entre nous. Donc c'est moi qui ai désigné pour la tuer. Et je le regrette un peu parce que, en fait, quand j'ouvre la porte, elle avait arrêté de faire du bruit dans la salle de bain. Je m'inquiète un peu, je me dis, bon, il faut y aller parce que là, clairement, elle comprend que ça tourne mal. Et elle avait trouvé un deuxième flingue qu'elle avait sûrement caché au préalable. Ouais. Et elle est dans la baignoire, flingue, truc, et moi je la vois. Bon, moi je tire immédiatement, mais elle aussi tire, on se touche tous les deux, donc je suis blessé. Sauf que moi j'arrive à me relever avant elle, et je commence à tirer en rafale jusqu'à temps qu'elle soit morte. Ensuite, on se casse de là, on tue le mec qui gère l'accueil pour avoir aucun témoin, et Marcia c'est fait. Je te laisse raconter Chipolata si tu veux, les informations qu'on a, ou tu veux que je le fasse? Chipolatas, tout simplement, vous le trouvez pas. Exactement. Chipolatas on le trouve pas. On a des informations qui viennent ci et là. Mais pour le trouver, on passe par un contact de William, qui est en fait une personne fort en hacking, ce genre de choses, pour retrouver les adresses IP des avec qui il téléphones. bossait sûrement quand il était comptable ou un truc comme ça. C'est ça, c'était plus que ça, c'était avant à l'école, mais on s'en fout. Ok. Vraiment, le truc qui compte, c'est que ce mec-là, déjà, était insupportable, donc on l'a buté. Mais je commence par la fin parce que... C'était devenu des monstres à la fin. Ouais, non, vraiment, on a perdu la morale. Et j'essaie d'indiquer pour ça en insistant bien les gens qu'on a tués froidement. Du coup, voilà, on l'a buté parce qu'il était insupportable. Mais il nous indique deux choses. Patrick et Frost sont proches dans le même quartier. Et Chipolatas est au niveau des quais, sûrement en train de prendre un bateau pour fuir Gotham. Parce que son téléphone a cessé de marcher il y a 30 minutes, donc suspense. On va aller voir du coup le plus proche, c'est-à-dire l'adresse de Patrick et Frost. On tombe sur un bâtiment dévasté, en ruine. Et là, c'est la Encore fumant. panique, encore fumant. Bah forcément, les joueurs demandent, bah, est-ce qu'on trouve des traces? Et effectivement, on retrouve le corps et de Patrick et de Frost. À partir de là, nous, on comprend que tout s'est effondré. La session se termine là-dessus. D'ailleurs, fait marrant, parce que c'est le moment où les joueurs, moi et Charlie, avons quitté un peu le RP pour voir si on n'avait pas moyen de trouver des traces de Victor. Aucune n'a été trouvée, c'est grâce à ça que maintenant Victor est devenu un fantôme sur Gotham. On ne sait pas s'il est en vie ou s'il est mort, et pour l'instant c'est très bien comme ça. Et vient du coup la dernière session. Pour expliquer, on est vraiment dépité, on vient de tout perdre. C'est quelques jours plus tard, il me semble. Vous êtes caché dans le hangar secret de 22, là où il avait mangé le gars avant. On part se renseigner, GS se renseigne auprès d'un SDF qui donne des informations plutôt intéressantes, notamment le fait que la dernière fois que Chipolata a été vu, il a été amené de force à un endroit contrôlé par le pingouin. Mais voilà, les autres se renseignent, il y a un problème très rapide entre la police qui se résout juste par le bord du policier, par 22, merci 22 d'être toujours... c'est 22 et Pat, et du coup voilà, les deux ont dû se débrouiller pour nous rejoindre après. Et vient le moment où Chipolatas nous appelle et dit les gars, je sais que là on est méfiants l'un envers l'autre, mais il faut qu'on en parle, donc rendez-vous au Gotham Plaza, qui est une énorme place populaire. C'est ça. Il y a une parano dans le groupe. En vrai dire, on est paniqué, on sait pas trop réfléchir, à quoi penser, donc on dit bon, mec, on peut pas faire là, il y a trop de monde et tout, alors qu'en vrai c'est plutôt rassurant, mais on n'était pas dans sûrement trop paniqué de ce qui vient de se passer, et du coup, fait mec c'est pas rassurant, donc prends un lieu plus privé. Au début il refuse, mais il finit par céder, et donc on vient sur un vieux bâtiment abandonné, dans un endroit bien isolé. C'est ça, c'était le genre de bâtiment, je leur ai décrit un peu comme étant le genre de bâtiment où vous avez la façade d'une maison, mais il y a juste la façade, ouais. Et derrière c'était comme une serre. Sûrement un coin où il devait faire pousser quelques plantes médicales. Et on y va. Il y a une conversation en fait qui au début est assez agressive, mais en fait on remarque que bon, en fait on a tous envie de survivre, quoi. On n'a pas envie de soirée là-dedans, donc si on peut survivre, pourquoi pas. Et petit effet du MJ, au moment où on fait ouais bah du coup pourquoi pas travailler ensemble, mais cet endroit est-ce qu'il est sûr? Je vous assure qu'il est à 100%. Et au moment où il va dire sûr, on entend des portes claquer. Chipolatas qui réalise, bon les gars, je suis désolé, mais
j'étais obligé. Nous, on réalise que les mecs sont venus nous tuer. On tue Chipolatas, c'est Jess d'ailleurs qui le fait. Il y a un des chiens de 22 qui s'est blessé, l'autre qui arrive à tuer un des gardes du corps de Chipolatas. Et on commence à se faire bombarder tout simplement de cocktails Molotov. Les gars à l'extérieur ils balancent des cocktails sans attendre de voir si Chipolatas est en vie ou pas. A priori ils y tenaient pas beaucoup. Non, ils ont bombardé. Nous on fuit dans les flammes, on doit passer par la véranda par laquelle passent les Molotov. Pat, Thompson se font blesser. On est dans la panique. 22 et... Ça, ils prennent feu, clairement. Ils sont pas juste blessés. Oui, quand je dis blessés, c'est-à-dire qu'en termes holistiques, ils brûlent, quoi. Ils arrivent à se défaire des flammes, mais ils sont gravement touchés. Ils sont clairement dans le mal. 22 est dans la panique parce qu'un de ses chiens vient de se faire toucher. Encore une fois, on ne touche pas un de ses chiens. Il y a que moi et Jess qui s'en sortent à peu près. Et... Du coup, il y a Pat qui nous dit écoutez, j'ai un pote médecin, parce que nous on voulait aller à l'hôpital. Il fait non, j'ai un pote médecin, allez plutôt à cette adresse, etc. Et on insiste beaucoup, on fait non, hôpital, là-dessus, on hésite. Et finalement, on cède. On va aller voir cet ami. Cet ami. Je rajoute juste que moi, en tant que MJ, j'ai quand même un peu. Je savais ce qui allait se passer s'ils allaient voir cet ami, parce que j'avais parlé avec Pat. Par rapport à ça. Avec le joueur, on avait créé ce PNJ ensemble. Et je savais ce que... Donc, en tant que MJ, j'ai un peu aussi poussé les gens à prendre cette option-là, parce que je trouvais que c'était quand même un bon moment qui s'annonçait. Ouais. On arrive. Là, je vais raconter, je pense, jusqu'à la fin, ça te dérange pas. Vas-y. On arrive, 22 part immédiatement. Il dit écoutez, moi je vous laisse, moi je vais aller chercher un veto. C'est ça. Il part avec le van tout seul. Il part avec le van. Nous, on est là, il y a Jess et moi. Moi, je porte Pat, je crois, et Jess porte Thompson. Ouais. On commence à avancer. Une voiture de flic qui barre la route. Voiture de flic derrière. C'était des fourgons. Des fourgons, pardon. Excuse-moi. Le détail. C'est très important. Dans tous les cas, ils sortent, ils commencent à hurler police, etc. Rendez-vous. Avec Jess, on se regarde. On pose les deux blessés et on se casse dans un bâtiment. Vous les posez. Toi, tu le poses. Et je me souviens que Jess, qui a Thompson dans les bras, elle leur jette limite dessus pour s'enfuir. On rentre dans le bâtiment, on monte les escaliers, on essaie peut-être d'avoir un accès au toit, peut-être, pour pouvoir sauter et s'enfuir. Sauf que voilà, alors qu'on monte les escaliers, il y a des mecs qui sont en train de descendre et qui nous hurlent de simplement nous rendre. Ce qu'on fait, on saute par-dessus la barrière, du coup on s'écrase au sol. C'est la panique totale. Les mecs nous arrivent, nous sommes d'arrêter. Jess est là en mode mais fais quelque chose, sauve-nous William, trouve un truc, prends-moi un otage, peut-être qu'ils nous tueront pas. Moi je fais ok, j'ai un dernier plan. Bah alors fais-le. Je prends le flingue et je me tire dessus. Une balle dans la tête, je mets fin à la vie de William, qui ne pouvait pas supporter de perdre tout ce qu'il avait gagné en rentrant dans la pègre. Jess va sur le flingue pour essayer de se défendre, les flics tirent, et c'est la fin. Pat, du coup, va bien. De toute façon, c'est fini. 22 a disparu dans la nature. William et Jess, bien sûr, sont morts. Thompson va en prison pour tous les crimes qu'il a commis, en étant toujours gravement brûlé, blessé. Et Pat, lui, il s'en sort plutôt bien, tout simplement car ce PNJ dont je parlais, tout simplement, c'était un flic. Il servait d'indic, pas forcément depuis le début de la campagne, mais il servait d'indic, et au final, il a décidé autant que c'était la merde dans ce qu'il faisait, autant vendre les gars pour s'en sortir mieux. C'est ce qu'il a fait. C'était un traquenard. Expliqué. En fait, il vendait que les grands patrons. Ouais. Son but. Il vendait à la base, pas vraiment à la base même, ça a commencé à la seconde session. Il vendait seulement Patrick, puis Frost, Chipolatas et tout ça. Il donnait des informations là-dessus. Parce que simplement, ça lui avait pas plu ce qui s'était passé pendant la première session où il avait tabassé le gamin à plusieurs reprises et balancé par la fenêtre. Il a été plusieurs à avoir été troublés et lui ça a été jusque-là. C'est ça, voilà. Et ça a été crescendo avec toutes les horreurs qui se passaient. Il faut avouer que c'était très agréable comme joueur, comme trahison, parce que c'était limite inattendu. Il n'y avait pas pendant toute la campagne des trucs beaucoup trop étranges qui se passaient. Le fait qu'il n'a pas joué totalement contre nous, ça a rendu en fait la trahison agréable parce qu'on s'est juste dit ah putain. On s'est pas dit ah d'accord en fait tout ça c'était lui depuis le début, et avoir une sensation peut-être de joueur contre joueur qui peut peut-être des fois un peu déranger quand t'es dans une optique qu'on joue tous ensemble. Et c'est vrai que là c'était juste quand il nous a trahi, en fait il n'y a même pas eu genre d'énervement ou quoi en mode oh putain, c'était juste
Ah ouais. Il y a même, si vous écoutez les overlays, il y a certains joueurs qui n'ont pas compris même que c'était une trahison. Ils se sont dit c'était juste le random. Je crois que t'en fais partie, non? Mais c'est vrai qu'au tout début, en fait, j'étais pas forcément parti sur la trahison, c'était qu'après... c'est ça, c'est une fois que les joueurs lui expliquent, je crois que c'est Charlie qui te l'explique, Jess, enfin Charlie, vu que les personnages sont morts, qui te l'explique, tu fais oh merde, un truc comme ça. Oui, c'est... Enfin, je sais pas si Gossel l'a gardé au montage, mais... Il me semble que c'est gardé. Mais clairement, ouais, c'est... Mais parce que ça aurait pu arriver aussi. Ça s'était fait tellement de manière organique, ouais, c'est ça, que ça avait l'air d'être dirigé par l'histoire et pas par le joueur qui avait fait quelque chose, quoi. tout à fait, ouais. Et du coup, en fait, c'est très bien géré par toi et KR, du coup, qui a réussi à nous donner quelque chose de cohérent et agréable à jouer. Et voilà, la campagne s'est terminée là-dessus. Il y a eu un gros effet crescendo pour raconter l'histoire. J'espère que vous avez apprécié, ça a été mis en, en vitesse. Voilà, c'est du coup la fin de Gotham saison 2. Est-ce qu'il y aura une saison 3? Écoutez, jusqu'à il y a un mois, la réponse était formellement non. Mais j'ai l'impression que là, il y a un petit... Je sais pas, on va pas dire oui. Peut-être, mais vous l'aurez sûrement dans un certain temps quand même, parce que j'ai d'abord une autre campagne à faire, dont on avait déjà parlé dans un autre épisode. Enfin, on en avait parlé, on avait dit que je le ferais. C'est Fading Sun. Voilà, je fais ma pub pour le prochain épisode. Qui sera peut-être sur la petite pause JDR si Oui, Gossel est là, et comme il est là, il y a de fortes chances qu'il soit dessus. Donc, voilà, pourquoi pas peut-être un Gotham saison 3. Est-ce que ça sera ça qui commencera la saison 3 de Drôle d'Histoire? J'y crois pas trop. Mais pourquoi pas? Moi en tout cas, je tiens à dire que c'était super bien. Il y a, comme dit par contre, pour vous spectateurs, 2 épisodes HS, n'hésitez pas à aller les voir sur la petite pause JDR. Ouais. Parce que là on les a pas résumés parce que sinon c'était un peu trop long en fait. Déjà les épisodes ça de Drôle avait d'Histoire pas- sont longs. Ça avait pas tant d'impact que ça sur l'histoire. Ça a C'est permis ça. à certains personnages d'évoluer. William, William. par exemple, qu'il lui arrive une certaine chose qui a fait qu'il est devenu Violent. plus violent. En fait, pour résumer, écoutez, vous irez voir ça, et vous écoutez juste l'outro. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après cet événement, William, qui venait de cumuler, mais tout, depuis le début, avec Patrick, qui détruit le gosse, a cumulé tellement de trucs qu'en fait, son seul moyen de se dire, ok, tout ça c'est normal, je vais bien, c'est de céder à la violence en fait de la mafia et ce genre de choses. Voilà, il y a eu une évolution psychologique, d'ailleurs ça s'entend quand vous écoutez juste les épisodes normaux dans les overlays. Mais voilà, écoutez les épisodes hors sujet, c'est vrai ils apportent rien à la suite de l'histoire, mais il peut être intéressant et ça peut vous donner un petit contenu supplémentaire de Gotham. Nous on va se laisser là, on se dit du coup pour les drôles d'histoire mois prochain, qui cette fois non plus ne sera pas avec notre ami Camo, parce qu'on va tourner pour cette saison un peu plus, parce que là c'était un peu chaotique. Je suis choqué. Je serai là après, t'inquiète pas, tu reviens. Et quant à nous, on se dit normalement dans 2 semaines si j'ai un truc, et si j'ai rien, tant pis. Bisous.